What are we gonna eat tonight? Pour moi, la nature d'un objet sur lequel travailler comme historien de l'art, et encore une fois, aussi bien travailler pour des livres que pour des expositions, c'est deux supports différents et qui impliquent une forme de réflexion différente, mais c'est toujours de l'histoire de l'art. La nature d'un objet n'est pas définie par, je dirais, une institution extérieure qui déciderait que l'une chose est de l'art ou à la dignité de l'art et l'autre ne l'est pas. Et depuis extrêmement longtemps, c'est-à-dire depuis l'adolescence, je suis extrêmement intéressé par la production visuelle qui s'est exprimée autour du mouvement punk ou à l'intérieur du mouvement punk, sans le limiter à la musique. Je n'appartiens pas à la génération du punk, je viens tout de suite après. Donc c'est pas un mouvement, c'est pas un intérêt nostalgique ou fétichiste de ce point de vue-là, c'est vraiment un intérêt pour les images que j'ai découvertes en même temps que je découvrais aussi un certain nombre d'artistes majeurs du XXe siècle sur lesquels j'ai travaillé après. D'une certaine manière, je peux même dire de façon concrète que mon amour de Matisse, qui a occupé une partie de mes travaux d'historien de l'art, est né à peu près à la même époque que mon amour de Bazooka. J'ai simplement mis plus de temps et peut-être eu plus de difficultés de ce point de vue-là à considérer moi-même que toute cette esthétique punk était légitime comme objet pour l'histoire de l'art. La raison principale en étant certainement que les artistes eux-mêmes de ce mouvement, puisque je pense qu'aujourd'hui on peut les appeler des artistes, ne cessaient pas ou n'avaient pas cessé de faire des déclarations pour dire qu'ils n'étaient pas des artistes et pour dire que ce qu'ils faisaient n'était pas de l'art. Donc les prendre complètement au sérieux, ça impliquait véritablement du coup de ne pas moi me permettre de faire quelque chose avec ces objets que leurs auteurs n'auraient pas voulu que l'on fasse. D'une certaine manière, je considère aujourd'hui que je peux me le permettre parce qu'effectivement, c'est peut-être idiot, mais ma position institutionnelle ou ma position tout court de quelqu'un qui peut décider de ce qu'il veut faire vraiment et l'orienter complètement en ayant la charge d'un lieu de façon complète, me permet de le faire dans les conditions que j'entends vraiment correctement. C'est-à-dire en les considérant vraiment avec le sérieux que requiert un objet d'histoire de l'art et en ne les rabattant pas immédiatement, comme c'est le cas, à ma connaissance, ça a été très strictement le cas jusqu'à présent, soit sur la musique pour en faire simplement de l'illustration, ce qui n'est vraiment pas le côté qui m'intéresse, même si le rapport avec la musique est évidemment important, soit de l'autre côté en faisant simplement une sorte de prétexte pour montrer de l'art à l'époque de. Et je pense que ce sont des pratiques qui ont une légitimité absolument pleine comme objet artistique à part entière. Je ne sais pas si c'est par Bazooka, parce qu'après, je pense qu'on reconstruit toujours plus ou moins les histoires. Non, le premier objet vraiment qui m'est frappé visuellement, mais pas seulement visuellement, c'est très banalement la pochette du 45 tours de God Save the Queen des Sex Pistols par Jamie Reed, qui est sans doute une des réalisations les plus emblématiques du mouvement, mais aussi les plus abouties, les plus réussies, les plus complexes, les plus frappantes aussi, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'évidence de l'image et du texte et du rapport avec le texte et de la musique elle-même, le dos du 45 tours dans la version française, comporte d'ailleurs les paroles à la chanson. D'une certaine façon, là, le fait d'être français change un petit peu les choses, c'est-à-dire que voilà, ça c'était un objet en circulation courante en France, et uniquement en France, puisque l'image que maintenant on connaît tous de ce fond bleu avec l'image de la reine d'Angleterre avec des épingles à nourrice et le visage barré des mots God Save the Queen du titre de la chanson des Sex Pistols, et pour un 45 tours version française, il n'est pas pour le 45 tours de version anglaise. Cet objet-là était suffisamment prégnant, même sans que je m'en rende compte très bien quand j'avais 14-15 ans,
pour que ensuite je m'y sois intéressé vraiment de façon visuelle, je dirais. Et vraiment à part entière. Il y avait aussi le rapport avec la bande dessinée qui me semble important, et qui peut-être faisait aussi que pendant un moment, en tout cas chez Bazooka par exemple, il était assez difficile pour moi de savoir exactement où il se trouvait sur le terrain de l'histoire de l'art. Parce que précisément cet effet de génération fait que je n'ai pas connu Bazooka par l'intermédiaire d'un regard moderne ou des publications dans Libération, qui est, pour les contemporains, la manière dont en général ces objets ont été vus. Ce sont ensuite des objets qui n'ont pas eu de diffusion importante. Moi, si je réfléchis à comment j'ai vu les objets au départ, c'est dans des solderies de bande dessinée, où il y avait notamment les numéros de l'Écho des Savanes sur lesquels Bazooka avait travaillé, singulièrement Jean Rouzeau, mais pas seulement Rouzeau. Et puis les petits magazines surprises, dans lesquels ils avaient fait des interventions aussi vers 76, 75-76, qui étaient en solde dans des bacs de choses au milieu du reste, et où effectivement ça m'avait particulièrement frappé, en tout cas comme adolescent, et puis après je pense qu'on reste assez marqué de toute façon par les choses qui se mettent en place à ce moment-là. Mais c'était strictement un intérêt visuel. Pour moi, la place de Bazooka est une place majeure qui est d'une certaine manière équivalente à celle des artistes dadaïstes des années 1917-1921, on va dire, avec le même refus de se situer dans un domaine compartimenté ou de répondre à des critères qui seraient ceux d'une généalogie de l'histoire de l'art. Et donc ensuite, il y a une vraie difficulté à placer les gens à ce moment-là dans un contexte, précisément parce que, à la différence des dadaïstes, aucun d'entre eux, et ça vaut pour la plupart des acteurs de ce mouvement punk visuel, aucun d'entre eux n'est rentré à nouveau dans le système de l'art traditionnel. Et donc, il n'y a pas de positionnement comme ça qu'on pourrait définir explicitement. Il y a une influence extrêmement profonde, très longue de l'ensemble du mouvement sur l'art en train de se faire aujourd'hui, encore, plus de 30 ans après, mais elle n'est pas passée par une réintégration dans les canons de l'histoire de l'art. Elle est passée en restant toujours dans un point de vue qui est un point de vue marginal. Et je pense qu'il était extrêmement sain, de ce point de vue-là, finalement, qu'il n'y ait pas eu d'exposition du type de celle sur laquelle je travaille avant. Parce que sans doute, il aurait encore été trop tôt pour se placer dans cette forme de distance-là, sans que cette distance soit complètement mortifère. C'est-à-dire que 35 ans, ça veut dire que les choses se sont... Voilà, l'effet et la diffusion a pu se faire de façon libre, sans qu'elle soit bloquée par des gens comme moi, qui enferment les choses dans des boîtes, les mettent dans des cases, écrivent des textes sérieux avec des notes de bas de page, et font des expositions qui dignifient des objets qui n'ont pas vocation à l'être. Il y a un moment où il faut le faire, où il est absolument nécessaire de le faire, parce que si on pense que l'art d'une époque est ce qui entretient avec cette époque la relation la plus riche et la plus vivante, je crois que le mouvement punk dans le domaine visuel est, pour la deuxième moitié du XXe siècle, une forme d'expression absolument essentielle, majeure, et que si on ne la prend pas en compte, on ne comprend pas une grande partie de ce qui s'est passé dans l'art qui a suivi, y compris dans l'art le plus légitime. Donc c'est le moment de le faire. Mais si on l'avait fait avant, on aurait tout tué. On sait très bien que le pouvoir de choc d'une image ou de défiance de la censure est relativement limité ou relativement aisé. C'est-à-dire qu'il y a un mélange extrêmement bizarre, à la fois arriver à choquer avec les images est difficile, et en même temps, il y a tout un ensemble de choses qu'on ne pourrait absolument plus faire aujourd'hui, et qui restent complètement tabous, et qu'on voit dans la production de Bazooka, ou qu'on voit dans la production d'Elles sont de sortie à la même époque en France. C'est-à-dire que présenter des images de pédophilie, par exemple, c'est absolument impossible aujourd'hui. Ça n'est pas impossible pour des mauvaises raisons, c'est aussi impossible parce qu'on est devenu conscient d'un certain nombre de choses
alors qu'on ne l'était pas de la même façon. Il ne s'agit pas de dire que c'est simplement une question de provocation. Il y a une part de provocation, mais où tout est un peu mélangé, qu'on retrouve dans l'ensemble du mouvement, d'ailleurs pas seulement en France chez Bazooka. Montrer que, en revanche, il est possible de faire effectivement ce qu'on veut, sans se soucier à l'avance de la réussite sociale, de la pénétration des milieux artistiques, de je ne sais quoi, ça me semble avoir une valeur aujourd'hui, une valeur de démonstration. John Savage expliquait à un moment, il fait avec Linder à Manchester une sorte de magazine sur papier glacé avec juste des images, qui est un peu plus qu'un fanzine, qui s'appelle Secret Public, et je lui demandais pourquoi il n'en avait pas fait, pourquoi est-ce qu'il mettait les images de cette façon-là, et pourquoi il n'en avait pas fait des éditions à ce moment-là, des images séparées en les vendant, etc. Et il disait, mais parce que le but c'était que le plus de gens possible voient les images et que ça soit fait le plus vite possible. Que entre le moment où j'ai fait les images et le moment où ça atteignait d'autres gens, le temps soit le plus réduit possible. Et il me semble que c'est un sens de l'urgence qu'on a assez largement perdu. Et que moi, c'est un sens de l'urgence qui me manque dans la création actuelle. Où je vois beaucoup d'artistes qui se préoccupent immédiatement du destinataire de leur image, de la mise en forme la plus parfaite possible, etc. Et pas de cette espèce d'urgence. Et alors effectivement, si cette exposition permet à un certain nombre de gens de se décomplexer de ce point de vue-là et d'arrêter de se poser des mauvaises questions, ça sera pas mal. Après, inviter ce type d'exposition à la Villa Médicis, c'est aussi une manière de dire que cet endroit doit être un endroit qui vit dans son époque et dans la manière dont son époque s'est nourrie. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, je ne sors absolument pas de la mission qui est celle fondamentale de la Villa Médicis, à mon avis, qui est celle d'être toujours un lieu, et ça l'est depuis sa création, un lieu dans lequel le rapport au présent, et à un présent très très immédiat, voire même au présent en gestation, puisqu'on accueille des artistes et des historiens de l'art pensionnaires, donc qui sont engagés dans leur travail et qui vont le développer dans des directions qu'on espère voir s'ouvrir à la Villa Médicis, que donc cette dimension soit une dimension qui soit nourrie par un rapport au passé, mais un rapport vivant, pas le passé comme une chose morte, où on pourrait prendre la chose dans le sens inverse. En montrant le mouvement punk dans le domaine visuel, je montre pour moi une des formes visuelles les plus importantes de l'histoire du XXe siècle, puisque ça date déjà d'il y a 35 ans, et en même temps, je montre une des formes qui a les effets encore les plus actuels et les plus vifs dans la création d'aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de révolution. Je vais simplement au bout des conséquences qui sont celles des termes mêmes qui justifient l'existence de cet endroit qui s'appelle l'Académie de France à Rome. C'est un terme un peu pesant sans doute, mais je n'ai aucun problème à l'assumer parce que c'est un terme qui vient de l'histoire et que je pense que c'est en assumant son histoire qu'on est effectivement le plus contemporain. Je pense que si on veut être aujourd'hui... Pendant longtemps, les avant-gardes ont cru que, et peut-être que ça a marché pendant un certain temps, que c'était en affirmant la rupture avec le passé qu'on était le plus révolutionnaire. Sauf que l'aboutissement de la rupture complète avec le passé, c'est la marchandisation, c'est la transformation de tous les objets en objets simplement d'échange mercantile, sans densité, sans passé, simplement comme des signes de la société capitaliste. Et je pense qu'aujourd'hui, alors je ne suis pas du tout le premier à le penser, Walter Benjamin le pense dès les années 20-30, qu'aujourd'hui, la vraie position révolutionnaire et celle qui peut permettre effectivement de faire en sorte que cette évolution de la société ne se fasse pas uniquement dans le sens que je viens d'indiquer, c'est celle qui permet de réinsérer les choses dans une durée longue. Le faire avec le mouvement punk, ça me semble une nécessité absolue.